Merci aux organisateurs TRT5 CHV de m'avoir proposé cette intervention. Alors, sujet compliqué et d'actualité. Alors, je vous proposerai quelques éléments d'introduction et après de l'illustrer sur deux aspects. Sortir du VIH pour reparler un peu du Covid et prendre un petit peu de recul sur ça et revenir après sur le VIH et sur le TASP et l'allaitement. Alors d'abord, il y a des enjeux qui sont à la fois scientifiques et éthiques, avec bien sûr la volonté partagée de faire bénéficier les patients des stratégies les plus performantes et, je dirais, sans délai préjudiciable, avec la notion qu'on connaît de perte de chance, et donc l'envie, je dirais, et l'intérêt de pouvoir bénéficier de l'innovation. Pour les médecins en face et pour l'établissement des recommandations, il y a aussi un principe fondateur en médecine, primum non nocere, ça veut dire d'abord ne pas nuire, c'est-à-dire rester aussi dans une question de bénéfice-risque. Et l'innovation, c'est bien, mais si on fait finalement des effets secondaires délétères et péjoratifs, on n'a pas gagné. Donc il faut cette balance en permanence entre avancer vite, mais en gardant toujours en tête de la sécurité et sans tomber dans l'inertie non plus du principe de précaution à l'excès qui nous empêche d'avancer aussi. Donc il y a cet équilibre-là. Alors la réponse, en général, ça reste ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, avec, dans les recommandations, dans les méthodologies d'élaboration des recommandations, c'est d'analyser de façon critique les données de la littérature, de regarder comment ont été faites les études sur le plan méthodologique, est-ce qu'il y a des biais, je vais vous l'illustrer avec le Covid par exemple, quelle est la force scientifique des conclusions, alors il y a un gold standard mais qu'on ne peut pas toujours atteindre, d'avoir des essais cliniques comparatifs randomisés, donc qui sont les plus rigoureux sur le plan méthodologique, mais qui ne peuvent pas se faire dans toutes les situations. Il y a des situations rares, par exemple, où on ne peut pas faire ce type de méthodologie. Et on va, avec cette analyse critique de la littérature, grader les recommandations de ce qui est le plus solide sur le plan scientifique jusqu'à ce qu'il est moins. Alors, juste pour illustrer ces gradations de recommandations, on va du grade, on va dire, solidement établi sur le plan scientifique. Donc là, typiquement, on a un ou plusieurs essais bien fait sur le plan méthodologique, et là, il n'y a pas vraiment de discussion, les conclusions sont robustes. On a le gold standard des essais cliniques randomisés, on va y revenir après sur des illustrations. On a un grade B qui est des niveaux, on va dire, intermédiaires, c'est-à-dire c'est des essais de moindre puissance, ou alors qui étaient comparatifs mais non randomisés. On a après des situations de faible niveau de preuve, j'y reviendrai, où là, pour le coup, on est beaucoup plus précautionneux dans la validité scientifique et la force avec laquelle on peut affirmer des recommandations. Et puis, il y a une situation où il n'y a pas d'études, et c'est une situation qui n'est pas rare, où finalement, dans des situations compliquées, rares, de maladies rares, de situations rares, finalement, il y a ce qu'on appelle l'accord d'experts, qui est de faible niveau de preuve, qui est un espèce de consensus après discussion. Ça ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles pour les patients, mais il y a des situations où, effectivement, on n'a pas de niveau de preuve élevé, et malgré tout, on peut proposer des choses quand même avec les précautions nécessaires. Alors, comme je vous le disais, il y a la demande d'accéder aux innovations. Il y a aussi parfois de l'inertie médicale, un certain conservatisme ou sociétal face aux évolutions. Ça existe aussi et des fois on a l'impression qu'il faut du temps pour faire bouger certaines recommandations. L'idée quand même, c'est d'avoir, même si ça prend du temps, des recommandations qui sont, on va dire, conformes à l'état de la science à un moment donné, avec les incertitudes, parce que c'est quelque chose qui est dynamique et évolutif. Alors, pour illustrer ça, petit retour, pas très lointain, Covid-19, on est en mars 2020, et vous avez une étude de l'équipe du professeur Raoult à Marseille, qui nous dit, en courbe en vert, hydroxychloroquine plus azithromycine, en 5 jours, la charge virale du Covid sur les échantillons est négativée chez la majorité des patients. Stratégie innovante, point d'interrogation, perte de chance, parce qu'à l'époque, c'est pas loin, mais il y a quand même un contexte, on va dire, de stress généralisé, de demande forte de solutions thérapeutiques face à un virus qui est nouveau. Et donc, étude sur 24 patients, non comparatives, non randomisées, je vais passer sur tous les biais méthodologiques, avec des revendications très affirmatives
disant que c'est la panacée, et puis le ministre de la Santé à l'époque, Olivier Véran, qui dit on va faire un essai clinique sur un nombre de patients important pour prendre une décision. On pourrait dire inertie, on prive les patients d'un bénéfice, etc. Alors l'équipe de Marseille va enfoncer le clou, et ils vont continuer, et je vais vous passer vite, mais une étude, ça c'est celle qui a été présentée juste avant, et puis ils vont dire, regardez, sur 1000 personnes, on a raison, sur 2000, sur 3000, sur 10 000. Alors, toujours la même chose, c'est-à-dire on est dans des essais non comparatifs, non contrôlés, monocentriques, et on peut essayer de convaincre en faisant 10 000 patients, c'est beaucoup, 10 000 patients, et ils vont dire, voilà, ça réduit la mortalité sur 10 000 patients à Marseille. Donc là, c'est pour illustrer niveau de preuve faible, grade C, voire voilà. Et puis, on regarde ce qui prend un peu plus de temps, mais là, on rentre dans des choses bien faites. Essais cliniques comparatifs randomisés. Je vous en ai mis et je ne les ai pas tous mis. Ça a été regardé dans toutes les situations, en hospitalisation, sur les formes graves, sur les formes modérées, en post-exposition, en pré-exposition, en ambulatoire, etc., avec X essais randomisés, tous bien faits, qui disent tous la même chose, c'est-à-dire aucun bénéfice. Et pour enfoncer le clou encore un peu, quand on regarde avec un petit peu plus de recul encore, on se rend compte que c'est même délétère, puisque une méta-analyse qui a repris tous les essais méthodologiquement bien faits dit non seulement ça ne marche pas, mais en plus il y a une surmortalité dans les groupes qui ont reçu l'hydroxychloroquine, surmortalité évaluée à environ 10%, donc avec un intervalle de confiance qui est entre 2 et 20%. Donc finalement, avec un peu de recul, la stratégie innovante et la perte de chance, finalement, eh ben, quand on prend un tout petit peu de temps et un petit peu de rigueur scientifique, on se dit que non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais qu'il y a même une surmortalité. Donc je reviens à l'idée de cette balance qui est compliquée, parce qu'il y avait une forte demande, une forte attente, et finalement, quand on brûle les étapes et quand on manque de rigueur scientifique, on conclut n'importe quoi et on peut être délétère. Donc juste pour terminer sur cet exemple du Covid, et on va revenir au VIH, le contexte, c'était quand même une urgence sanitaire avec une forte attente de solutions thérapeutiques, une médiatisation qui est sortie complètement du champ scientifique et qui pouvait faire, voilà, ne doit pas faire oublier la rigueur scientifique. Alors, dans cette période-là, on a eu le meilleur quand même. On a eu des essais collaboratifs internationaux au niveau de l'OMS, au niveau de l'Union européenne, Solidarity, Discovery par exemple, et il y a eu des validations thérapeutiques méthodologiquement bien faites d'un certain nombre de solutions thérapeutiques, la dexaméthasone, baricitinib, nirmatrelvir, les vaccins, etc. Et puis il y a eu le pire, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, les querelles anti-vax, etc. J'en passe. Donc on va voilà, de tous ces débats où on va du... Voilà, le message, c'est de rester sur de la rigueur scientifique qui est indispensable, sinon on va proposer et recommander n'importe quoi. Il y a eu des points importants aussi, on en parlait ce matin sur l'inertie administrative, c'est qu'un des points importants quand même, et un des éléments positifs que je retiens de cette période-là, c'est qu'on a été capable d'aller vite, sans baisser la qualité. Pour le coup, on oublie l'azithromycine pour rester, et l'hydroxychloroquine. Il y a eu des essais cliniques fast-track, il y a eu des procédures accélérées, des enregistrements accélérés par les agences, et sans renier la qualité des essais et une rigueur scientifique, on peut aller vite quand on veut, et c'est dommage, et on aurait envie de garder, on en parlait ce matin, dans le VIH, dans les essais et tout ça, de ne pas revenir à des délais d'inertie administratifs qui sont pesants et pénalisants. Donc on a montré qu'on pouvait le faire. J'espère que on va garder et alléger quand même un peu ce fardeau administratif. Alors je change de sujet. Je reviens sur VIH avec l'exemple du TASP et de indétectable égale intransmissible, quelque chose qui maintenant passe comme message et qui est fondamental. Avec, pour étayer ça, pour discuter, c'est est-ce que finalement cet état-là, U égale U, est démontré pour tous les modes de transmission. Alors sur la transmission sexuelle, il n'y a pas de doute et on a des données extrêmement solides. Maintenant, là, je n'ai pas actualisé cette diapositive, elle date un petit peu, il y a maintenant encore plus de recul. Mais clairement, sur la transmission sexuelle de l'infection par le VIH, il n'y a plus de débat scientifique. On sait qu'il n'y a pas de transmission sexuelle démontrée à ce jour, au-delà de 6 mois de traitement avec une charge virale indétectable. Et on a, pour le coup, je reviens là, on a
je dirais, un nombre de personnes, de couples suivis sur des durées longues qui permettent d'avoir une conclusion avec une robustesse statistique qui est importante. Donc, on a des données avec une forte puissance statistique pour la transmission sexuelle sous trithérapie continue. Question. On est à l'ère des traitements allégés, bithérapie, traitement intermittent. On a des études dans tous ces essais d'allègement qui sont plutôt rassurants sur le compartiment spermatique, où on dit qu'il n'y a pas d'évidence d'excrétion virale accrue. Et on a donc tendance à extrapoler le U égale U. Ceci dit, faible puissance statistique quand même dans ces sous-études-là. Autant on avait des centaines de milliers de patients années en trithérapie continue pour dire que U égale U, autant dans les essais pour l'instant d'allègement, on n'a pas encore cette puissance statistique. Mais je dirais, on est sur le même mode de transmission, on l'a démontré de façon solide sous trithérapie continue, et je dirais, on a une logique scientifique pour extrapoler probablement, mais on n'a pas encore le recul complet sur ça. Est-ce que le 4 jours sur 7 du ETO, le 4 jours sur 7 avec en bithérapie, est-ce qu'on va avoir chez certains patients une excrétion de virus et qu'on perdrait ce bénéfice de U égale U par un échappement compartimenté? La question sur le plan scientifique, en tout cas, mérite d'être posée. Je ne suis pas pessimiste et je reste optimiste sur ces stratégies-là. Mais en tout cas, il faut l'évaluer et il faut se poser la question. Il n'y a pas forcément une implémentation automatique. Attention aussi, c'est un petit point méthodologique statistique. Le fait de dire qu'on n'observe pas de cas de transmission ne veut pas dire que le risque est nul. Ça dépend des effectifs qu'on étudie. Il y a toujours ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Et si on dit qu'il n'y a pas eu de transmission parce qu'on a regardé 20 personnes, on peut avoir un intervalle de confiance qui est très important. Et finalement, le risque, il était peut-être à 5%. C'est juste qu'on l'a évalué sur un petit nombre de patients. Alors pour la transmission sexuelle, pour le TASP, on a un intervalle de confiance qui est réduit. On sait que notre borne supérieure, si le risque n'est pas nul, on peut dire qu'il est inférieur à peut-être 1 sur 100 000, par exemple, et qu'on va considérer que c'est négligeable. Mais en tout cas, c'est quand même important parce qu'il y a toujours une question derrière d'effectifs et de qu'est-ce qu'on a regardé. Et puis on va illustrer sur un sujet qui est très d'actualité, c'est l'allaitement. Alors, il y a plein de questions et plein d'enjeux sur l'allaitement maternel et l'infection par le VIH. Il y a bien sûr un souhait pour un certain nombre de femmes infectées par le VIH de pouvoir allaiter leur enfant. Il y a des enjeux individuels, il y a des enjeux familiaux et communautaires qui sont importants. Il y a des bénéfices nutritionnels, immunologiques sur la mortalité infantile, surtout dans les pays à faible niveau de vie. Et on sait par exemple que l'OMS avait recommandé l'allaitement maternel en Afrique, je dirais malgré un risque de transmission par le VIH, on va revenir après sur le côté traitement, en considérant que le bénéfice global sur la mortalité infantile était supérieur au risque pris de transmission du VIH par l'allaitement. Donc ça, c'est encore une fois des décisions et des bénéfices-risques qui ne sont pas les mêmes selon les contextes, puisqu'on considère que le bénéfice, on va dire, sur la mortalité infantile, nutritionnelle et immunologique dans les pays à haut niveau de vie n'est pas significatif, alors qu'il l'est dans des pays à faible ressources. Alors les obstacles théoriques potentiels, quels sont les freins? Est-ce qu'on expose les nourrissons aux antirétroviraux avec une toxicité? Je ne vais pas le développer là, mais on a quand même des données plutôt rassurantes globalement sur des concentrations qui sont quand même globalement faibles et des niveaux d'exposition qui sont globalement faibles, mais je ne vais pas le développer là. Et je vais développer un peu plus le risque de transmission virale résiduelle, qui est cette crainte qui pourrait et qui a été jusqu'à maintenant un des freins. Et avec l'effet pervers, c'est que la non-recommandation, finalement, ce tabou, c'était la couverture de remède, ce tabou, briser le tabou, eh ben, ça conduit aussi à des situations des fois d'allaitement clandestin, non avoué, non encadré, et finalement avec, pour le coup, des prises de risque qui peuvent être significatives. Donc le fait d'avancer et de se positionner est important. Alors pourquoi c'est pas si simple quand même? C'est que pourquoi l'extrapolation U égale U n'est pas forcément systématique et mérite de réfléchir, c'est que la transmission par l'allaitement, c'est pas tout à fait pareil que de la transmission sexuelle. Il faut rappeler quand même que le volume important de lait qui est ingéré de façon quotidienne, c'est des centaines de millilitres par jour versus une exposition ponctuelle à quelques millilitres de sécrétion génitale. Donc ce n'est pas le même contexte en termes d'exposition potentielle au virus, que la muqueuse immunologique, la muqueuse digestive du nourrisson a une certaine fragilité, et ça avait été montré dans des essais hors traitement antirétroviral où on montrait que l'allaitement mixte était plus à risque que l'allaitement maternel exclusif
probablement parce que ça a une certaine inflammation de la muqueuse intestinale qui était générée par l'alimentation mixte versus l'alimentation lactée exclusive. Alors ceci dit, ça, c'est resté comme un dogme, mais ça n'a jamais été réévalué en situation de traitement. Donc peut-être que sous traitement maternel efficace, il n'y a pas cette notion-là, mais elle est restée, mais c'est des essais qui étaient hors ARV. Et puis il y a des trucs qui traînent sur le plan virologique, de dire que dans le lait, il y a non seulement potentiellement du virus libre, mais surtout des lymphocytes hébergeant du VIH et en nombre significatif, et on pourrait, mais ça reste une donnée un peu théorique et virologique, avoir de la transmission cellulaire. Tout ça, c'est des questions, c'est juste des questions à évaluer sur le plan scientifique pour dire, voilà, comment on évolue sur ça, comment on évalue ces risques, est-ce que c'est des risques qui sont surévalués et qui finalement ne remettent absolument pas en cause le fait qu'on pourrait allaiter, ou est-ce qu'il y a des bémols. Donc juste, en tout cas, le fait de se poser des questions, c'est juste de dire, l'extrapolation n'est pas si simple, et où est-ce qu'on positionne le bénéfice-risque, et est-ce que ce bénéfice-risque, on le positionne à des niveaux différents selon les contextes de pays à bas ou haut niveau de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données disponibles? Malheureusement, pas beaucoup au niveau scientifique. La plus importante, c'est une étude qui s'appelle Impact Promise, qui a été faite sur 2430 couples mère-enfant dans un contexte d'Afrique australe, essentiellement, avec un bras où les mamans recevaient un traitement antirétroviral maternel avec l'idée de TASP, c'est-à-dire que le traitement de la maman protège le bébé, et un bras où le bébé recevait de la névirapine, donc une prophylaxie pré-post-exposition, enfin en tout cas une prophylaxie continue du nourrisson par névirapine tout le temps de l'allaitement. Alors, les données sont globalement... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la comparaison entre les bras, mais juste si on regarde la question du traitement maternel, est-ce que le fait que les mères soient sous traitement antirétroviral a empêché la contamination par l'allaitement? La réponse dans l'immense majorité des cas est oui, puisque ce n'est pas zéro, mais on regarde que finalement, on est sur 0,7% de contamination à 12 mois, 0,7% à 18 mois, pareil à 24 mois, avec un intervalle de confiance qui va jusqu'à 1,5%. Dans le contexte de cet essai, qui n'est peut-être pas extrapolable dans notre contexte, en tout cas, ce n'était pas des transmissions importantes, puisque finalement, on est inférieur à 1% de transmission. Et les premiers essais qu'on a eus de TASP sur la transmission sexuelle, on avait aussi des chiffres de cet ordre-là, et on a fini par valider un risque très faible. Ceci dit, voilà. Une autre étude promote, alors une différence quand même, je dirais, si on veut rester prudent par rapport à la transmission sexuelle. Sur la transmission sexuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de contamination prouvée avec la même souche de virus au niveau phylogénétique dans des couples dont la personne est avec une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois. Pour l'allaitement, il y a quelques cas qui ne... Dans l'étude promise, il y a 2 cas que je vais vous montrer de transmission avec une situation où la mère avait une charge virale indétectable avec une transmission par l'allaitement. On va voir ce qu'on peut en dire de ces 2 cas. Un cas dans l'étude Promote, où là, avec une charge virale inférieure à 400, donc avec un seuil un petit peu plus haut. Alors les 2 cas qui ont été publiés de cette étude promise, le premier, c'est une transmission par l'allaitement. Le bébé est négatif à la naissance, il est contaminé en gros 6 mois de vie, mais avec finalement un délai assez court d'indétectabilité et de suivi, donc finalement une contamination assez précoce. Ce n'est pas une situation de charge virale contrôlée depuis longtemps. Il n'y avait pas une charge virale contrôlée parfaitement toute la grossesse, puisqu'on voit qu'à l'accouchement, il y avait une charge virale qui était légèrement détectable. Donc c'est une situation qui a conduit à une contamination par l'allaitement, mais dans une situation, on va dire, suboptimale. Le deuxième est un petit peu plus troublant, par contre, puisque là, pour le coup, c'est une transmission qui a lieu autour d'1 an, en tout cas autour de 9 mois, entre 9 et 12 mois d'allaitement, avec une charge virale inférieure à 40 copies chez la maman de façon continue depuis plus de 6 mois. Donc pour le coup, ça reste anecdotique, c'est un cas. Encore une fois, mon propos n'est pas d'être pessimiste et de remettre en cause ces stratégies-là, c'est juste d'être objectif en disant regardons ce qu'on a comme état de fait, et on a quand même quelques cas qu'on n'a pas pour la transmission sexuelle par l'allaitement. Donc on ne peut pas dire zéro risque, on va dire risque très faible, mais peut-être pas de façon aussi solide et aussi affirmative que ce qu'on peut avoir sur la transmission sexuelle, peut-être parce que les contextes sont un petit peu différents. Donc quelques cas, mais très peu, dans des contextes sud, mais là on avait quand même, pour le coup, une charge virale inférieure à 40 qui était bien contrôlée. Quasiment aucune donnée
et on va dire pas de données de grande ampleur dans les pays du Nord. La Suisse, je vais y revenir, qui a été précurseur sur le TASP avec le Swiss Statement, a franchi le pas d'autoriser sous condition l'allaitement, mais il y a des tout petits effectifs. Alors, je n'ai pas les dernières données, mais sur les 2 premières années de mise en place, 2019-2020, c'était 20 femmes sur 41 qui ont fait ce choix-là, donc à peu près la moitié. Et donc, il n'y a pas eu de transmission au bébé, mais sur un effectif de n égale 20. Bon, là encore, je reviens sur 0 transmission sur 20 ne veut pas dire qu'on n'a pas un risque, que le risque est nul. Ce qui a été proposé, et je ne vais pas aujourd'hui m'engager sur ce qui sera dit dans les recommandations françaises qui sont en cours de... Il y a un groupe de travail sur ce sujet, il y a eu des auditions à la fois de virologues, d'experts justement suisses, et pour essayer d'avoir des recommandations françaises qui soient actualisées. Ce qui est proposé en Suisse actuellement, c'est une décision concertée au cas par cas, avec quand même des conditions nécessaires, c'est-à-dire que l'allaitement est autorisé si la femme le souhaite et si le scénario dit idéal est respecté, c'est-à-dire une charge virale strictement indétectable, de façon continue, avec une observance, etc. Donc avec quand même tout un tas de warnings et de feux verts à respecter, avec le fait d'une consultation pluridisciplinaire, je dirais, avec pédiatre, infectiologue, gynéco-obstétricien, pour exposer les incertitudes, mais sans avoir une attitude de frein. L'idée, c'est d'avoir juste une présentation objective et d'information et d'accompagnement. Et puis un suivi rapproché avec des charges virales mensuelles, par exemple, qui vont être faites. Et puis plein de questions aussi, je ne détaille pas là, mais qu'est-ce qui se passe si une fois on a une charge virale positive en cours de suivi, s'il y a une mastite et qu'on sait que quand il y a une inflammation au niveau du sein, peut-être qu'il peut y avoir un risque de relargage de virus, est-ce qu'on met une prophylaxie au bébé, est-ce qu'on arrête l'allaitement, mais ce n'est pas simple d'arrêter un allaitement, il y a plein de questions pratiques à régler. Globalement, un risque, on va dire, très faible, probablement non nul, et avec une question de seuil. Quel seuil on est prêt à accepter? Est-ce que 1%, 1% de transmission, quand il y aura les quelques cas de transmission où on aura donné un feu vert, et puis quand il y aura quelques cas de transmission, il faudra... donc le tout, c'est je dirais, d'avoir des informations les plus fiables possibles, de les partager, et je crois que ce qui est important, c'est la décision concertée, c'est-à-dire de respecter les choix et d'expliquer et d'accompagner. En tout cas, c'est de toute façon mieux que de l'allaitement non avoué clandestin. Après, est-ce que c'est de là à dire U égale U et sans aucun bémol? Peut-être qu'avec plus de recul, on sera plus affirmatif. Peut-être que pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui est encore... Alors, il y a l'impatience, je dirais, la volonté d'avancer. Il y a l'inertie peut-être médicale. Mais il y a aussi toujours l'arrière-pensée de dire, voilà, de la sécurité aussi et de ne pas engendrer potentiellement des cas de transmission. Donc juste pour revenir sur les recommandations et sur la gradation qualité, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais voilà, dans les accords d'experts, ce qui est souligné en rouge là, c'est que l'absence de gradation ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elles doivent en revanche inciter à engager des études complémentaires. Donc on a besoin de plus d'études probablement. Je l'ai dit en introduction, il y a une inertie médicale et sociétale des fois face aux changements et aux innovations, avec quand même la volonté de garantir la sécurité, d'avoir des risques mesurés ou modélisés, et de toute façon partager les incertitudes avec les patients pour les accompagner de façon neutre, bienveillante et objective dans les décisions qui les concernent. Donc ne pas pénaliser ni par défaut, excès de prudence, où on va finalement attendre d'avoir des données qui peuvent être très longues et on pourrait pénaliser, mais non plus ne pas pénaliser par excès en allant trop vite sur des choses méthodologiquement mal faites, CF, Covid, hydroxychloroquine, où finalement on peut être délétère aussi. Voilà, et juste pour terminer, il y a je dirais le temps de la science, c'est long, le temps nécessaire aux études, le temps nécessaire à... une évaluation rigoureuse, à une analyse de toutes les données disponibles, dans un monde où tout est immédiat, tout va vite, et où on aimerait pouvoir décider très vite et faire évoluer les choses très vite, ce qui est légitime aussi. Et donc il y a cette balance un petit peu compliquée à trouver pour avoir un équilibre. Voilà, je vous remercie de votre attention.